Bonjour et bienvenue sur la table ronde du management et du leadership, le podcast de RoboCoach Pro. Nous y parlerons de management, soft skills, ressources humaines, carrière, évolution du monde du travail, mobilisation des collaborateurs et bien sûr, leadership. RoboCoach Pro, ce sont des formations accompagnées, inter- et intra-entreprises, au service de votre évolution personnelle et professionnelle. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Béatrice, bonjour Jean-Claude. Bonjour Damien, bonjour Jean-Claude, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à tout le monde pour ce nouveau webinaire mensuel RoboCoach Pro. Comme vous le savez, nous nous retrouvons tous les derniers vendredis du mois de 11h à midi pour aborder un sujet qui nous touche toutes et tous dans notre vie professionnelle et parfois personnelle. Avant de se lancer pleinement dans le sujet, un petit tour d'horizon de la présence RoboCoach Pro et du fonctionnement de cette plateforme Webikeo sur laquelle nous faisons notre webinaire pour celles et ceux qui la découvriraient. Vous avez un chat dans lequel c'est moi qui interagirai avec vous. Vous pouvez me poser vos questions, partager vos retours par rapport à ce qui est abordé pendant le live. J'en remonterai certaines à Béatrice et Jean-Claude que nous abordons en live, vous en avez l'habitude. Celles et ceux qui ne trouveraient pas réponse pendant le live, nous y répondons sur notre page LinkedIn, dont je vous mettrai le lien tout à l'heure, à raison de 1 par jour environ, sur les semaines qui suivent le live. Donc, elles trouveront toute réponse. Et puis, si dans la réponse que vous voyez, vous n'êtes pas pleinement aiguillé ou éclairé, vous pourrez, via LinkedIn, nous contacter directement, évidemment, avec grand plaisir. Sur cette plateforme Webikeo, vous avez aussi, sous nos caméras, sous là où vous regardez le live, un petit bouton « Je veux être recontacté » pour celles et ceux qui souhaitent, après le webinaire, que nous les recontactions pour échanger sur un besoin, une question, une problématique sur laquelle vous souhaiteriez des solutions. Vous avez aussi un bouton avec le livre blanc que vous pouvez télécharger. Donc, ça va vous faire remplir un petit formulaire pour recevoir un mail dans lequel vous pourrez télécharger le livre blanc du jour qui, vous en avez l'habitude, est à nouveau assez dense, utile et évidemment très pertinent. Avant de rentrer complètement dans le sujet, comme vous le savez, vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, sur YouTube aussi, et également sur votre application de podcast, puisque il y a la chaîne de podcast La Table Ronde du Leadership et du Management, sur laquelle nous publions des replays des webinaires et également de temps en temps des podcasts inédits que nous n'avons pas fait en webinaire. J'ai été parfaitement complet, je pense. Bienvenue à toutes et tous. Et Béatrice, je ne me suis pas présenté. Et non. À chaque fois, vous en avez l'habitude aussi. Donc, je m'appelle Damien Olenzoyo, je suis formateur, consultant, auditeur en entreprise et établissement de santé depuis un peu plus de 13 ans maintenant. J'interviens et je me suis spécialisé sur tout ce qui est compétences comportementales, relationnelles, managériales et prévention de RPS, QVCT aussi. Et je suis un membre très heureux de l'équipe RoboCoach Pro. Là, j'ai été complet, Béatrice, je te laisse prendre la suite. Merci Damien. Bien, moi, je suis Béatrice Schneider, comme Damien vient de vous le préciser. Je suis directrice formation de l'Institut HCD et cofondatrice de l'Institut HCD avec Jean-Claude depuis 2011, depuis mars 2011. Et c'est là que je te cède la parole, Jean-Claude, également. Bonjour à tous, donc je m'appelle Jean-Claude Brunner, je suis responsable pédagogique de RoboCoach Pro et je n'ai pas autant de choses à dire que Damien, je m'en aperçois, mais je suis également spécialiste des comportements, c'est ce qui m'intéresse le plus, car c'est les comportements qui déterminent ce qui nous arrive dans la vie, beaucoup plus que nos valeurs, nos pensées, etc. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ça, mais les comportements, c'est ce que les autres voient, et c'est ce qui me passionne pour cette raison même. Si vous me permettez, mes chers amis, de continuer, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce qu'il est assez dense ce matin, et donc je voudrais qu'on ait le temps d'aller jusqu'au bout. Alors, c'est un titre un peu dérangeant, hein. Arrêtons de croire que comprendre suffit. Ben, depuis qu'on est tout petit, on nous dit une fois que tu as compris, il n'y a plus de problème, vas-y. Et là, moi, je viens vous dire, ben non, comprendre, c'est pas l'essentiel. Ce qu'on nous a appris à l'école, quand on a commencé notre métier, en formation, peu importe, ce n'est pas tout à fait vrai et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et j'espère que ça vous permettra de comprendre que certaines de vos difficultés, certaines
des choses que vous mettez en place et qui ne vous conviennent pas ou qui vous donnent des résultats que vous n'aimez pas, eh bien, ces choses-là, elles ont une origine qui est assez simple et qu'on va essayer de décortiquer aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit et pourquoi est-ce qu'on se permet de dire que comprendre ne suffit pas, alors que, en réalité, encore une fois, c'est ce qu'on pense? Eh bien, parce que si comprendre suffisait, vous ne vous sentiriez pas sous pression, vous ne regretteriez jamais une réaction, vous ne sortiriez jamais d'une réunion en disant « Ah mince, c'est ça que j'aurais dû dire ». Et vous comprenez pourtant, parfois vous faites l'inverse de ce que vous savez juste. Alors, c'est pas une question d'intelligence, hein. Quand je dis comprendre ne suffit pas, c'est pas parce qu'on n'est pas assez intelligent, certainement pas. On continue pourtant de croire que l'effort de compréhension, le fait de comprendre, suffit à tout régler, à nous épargner les réactions qu'on va regretter, qu'on regrette régulièrement, parfois, sur le moment même. Alors on peut se demander pourquoi est-ce que notre intelligence n'est pas au rendez-vous sous pression. Vous l'avez remarqué quand même, les émotions, ça nous sert parfois, et puis par moments, ça nous gêne un peu. C'est pour ça qu'on a des formations qui s'appellent « Gérer ses émotions ». Parce que dans ces moments-là, on ne cherche plus à être intelligent, notre cerveau fonctionne comme s'il était un petit peu en aparté, il se débrouille pour se comporter tout seul, à nous protéger. Une des premières parties de notre cerveau, vous le savez, historiquement, c'est le cerveau qu'on appelle reptilien. C'est celui qui est là pour nous permettre de survivre, pour nous permettre d'appréhender les dangers et de réagir en cas de danger. Or, il se trouve que lorsqu'une situation, et on la trouve un peu bizarre, lorsqu'on se sent un peu agressé, lorsqu'il se passe quelque chose qui nous met dans un inconfort, la première réaction de notre cerveau, ce n'est pas d'essayer de nous dire ce qu'il serait juste de faire, c'est simplement de nous protéger. Le premier réflexe, encore une fois, ce n'est pas réfléchir qui nous arrive à ce moment-là. C'est un peu comme vous savez, quand on est fâché et qu'on claque la porte. C'est évidemment pas une chose qu'on a décidé de faire, c'est comme une espèce de décharge, un pot d'échappement, je ne sais pas comment dire, une soupape qui permet de faire sortir la vapeur. Donc vous voyez à quel point l'émotion est importante et à quel point elle nous, à la fois, protège, bien entendu, elle nous signale que ça va pas bien, mais en même temps, elle devient un handicap énorme si on en reste là. D'accord? Donc, le principe, c'est que nous sommes intelligents, nous comprenons ce qui se passe, mais lorsque nous allons être mis sous pression par une situation, c'est de ça qu'on parle, et Dieu sait si ça nous arrive quand même assez souvent dans la vie, quand on est sous pression, quand on est sous une émotion, évidemment, notre cerveau se met tout de suite à chercher à nous protéger. Il protège notre image, il protège notre place, notre légitimité, il va protéger nos résultats, hein, on a peur que tout ça déclenche quelque chose de non satisfaisant, et puis il va protéger aussi notre énergie. Alors qu'en réalité, ce qu'on aimerait qu'il fasse à ce moment-là, mais on n'en est pas capable, c'est qu'il nous dirige immédiatement vers la bonne attitude. Voilà. Est-ce qu'il y a d'ailleurs, je vous invite si vous avez des raisons de penser que mon discours est peut-être un petit peu rapide, que vous n'avez pas le temps de passer de la compréhension à la prise en compte, n'hésitez pas à le dire dans le chat afin que je corrige ou que je complète l'information dont vous avez besoin. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour que dans ces moments-là, où le réflexe de protection est là, il prend toute la place, comment faire pour qu'il ne soit plus le seul réflexe disponible? Est-ce qu'on peut amener autre chose? Alors, c'est ce qu'on va essayer de faire, évidemment, pendant ce webinaire. On va voir une façon simple et efficace de changer nos réactions. Le petit livre blanc dont Damien nous a parlé tout à l'heure et qu'on vous invite à télécharger, il est en fait, pour cette fois-ci, je crois que c'est la première fois qu'on vous propose ça, un programme d'entraînement pour tous ceux et celles qui pensent que le problème dont nous parlons ce matin est important dans leur vie et qui aimeraient bien intervenir et essayer de changer tranquillement les choses. Vous savez, c'est ce qu'on pense chez RoboCoach Pro. Savoir quoi faire, c'est important. Savoir comment le faire, c'est extrêmement utile. Mais savoir le faire, ça ne se met en place qu'avec une action qui s'appelle l'entraînement.
Je vais vous proposer 3 points d'appui très simples, qui ne suppriment pas l'attention, bien entendu, on ne peut pas supprimer l'attention, je n'ai pas de recette pour ça, mais qui vont nous permettre d'éviter que notre cerveau décide à notre place. D'accord? Donc, il y aura des choses à faire. Encore une fois, ce sont des choses qui doivent être mises en place tranquillement et qui doivent venir remplacer le réflexe que nous avons d'habitude. Donc, je vous rappelle, le réflexe, c'est de se mettre en sécurité, de choisir finalement l'attitude qui va permettre de calmer le jeu plutôt que de choisir l'attitude qui va régler le jeu. J'espère que ce que je vous dis est clair. En réalité, on a tendance tout de suite à se protéger. On a tendance à calmer le jeu. Personne n'aime les conflits, hein. Donc, on essaye d'apaiser les choses, de faire en sorte que la tension disparaisse. Alors qu'en réalité, quand on fait ça, eh bien, parfois, on fait des compromis sur lesquels les autres vont sauter parce que c'est une aubaine pour eux. Mais nous, en réalité, on passe à côté de ce qu'on aurait pu ou ce qu'on aurait dû faire peut-être. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des réactions, Damien, Béatrice? Est-ce qu'il y a des choses? Pour l'instant. Non, pour l'instant, le chat est à l'écoute. Ouais. De tes propos. Il n'y a pas pour l'instant de questions ou de retours dans le chat. Mais ce qui serait intéressant quand même, c'est que vous puissiez, tous les participants et participantes, que vous puissiez déposer des expériences vécues dans votre quotidien, professionnel ou privé, hein, après tout, les deux sont liés, pour que nous, on puisse répondre pendant ce webinaire à vos questions, comme l'a précisé tout à l'heure Damien. Voilà. Ouais, très bonne idée. Très bonne idée. Nous sommes là pour vous aider, voilà, ce matin. Alors, ce qu'on va vous proposer maintenant, ce que je voudrais vous dire d'important, c'est que si vous voulez commencer à prendre les choses en main à ce niveau-là, on va vous donner 3 repères. 3 repères qui vont vous permettre de tranquillement, ou peut-être pas tranquillement, parce que ce n'est pas tranquille dans le fond, mais qui vont vous permettre de changer les choses, c'est-à-dire d'entraîner votre cerveau, non pas à directement essayer d'apaiser les choses, mais plutôt d'éclaircir les choses et de faire en sorte que la situation reprenne un sens qui vous convient davantage. D'accord? Donc, la première chose, il y a ce qu'on appelle les signaux faibles. Les signaux faibles, c'est simple, c'est ce qui commence avant l'explosion, on va dire, hein. C'est ce qui vous crispe un peu à l'intérieur, qui n'est pas vraiment violent, mais qui vous permet de comprendre que vous ne vous sentez pas bien, que vous n'êtes pas tout à fait à l'aise dans la situation. Et ce premier repère, ce signal faible, on va dire, c'est vraiment la première grande difficulté, c'est que en général, le cerveau commence déjà à l'étouffer un petit peu en disant non, non, on va calmer le truc, le malaise va disparaître, d'accord? Donc la première chose à faire, c'est d'essayer de repérer que ça ne va pas bien. C'est-à-dire, on le repère, bien sûr, vous allez me dire que peut-être vous avez le sentiment que vous le repérez, mais est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'immédiatement, la charge émotive prend le dessus et on passe directement à la réaction qui est, encore une fois, de calmer le jeu plutôt qu'éventuellement réfléchir à comment arranger les choses, comment trouver une solution qui convienne mieux. D'accord? Donc, repérer, c'est déjà prendre un peu de recul. Disons, on ne va pas faire les choses différemment à ce moment-là, c'est simplement que on va voir que la tension est en train de monter et à partir de là, on prend un temps de recul. Hein, vous savez, c'est dans certaines de nos formations, notamment sur la communication, les gens nous disent « mais moi j'aimerais bien apprendre à avoir une répartie extraordinaire, j'aimerais bien réagir tout de suite, comment est-ce que je peux apprendre ça ?» Ça rejoint juste, je te partage en même temps le retour que fait Sophie dans le chat, qui rebondit exactement sur ce que tu dis là. Et après, je te partagerai une question de Sylvie aussi. Mais Sophie dit, exemple en entretien de recrutement, je suis très bien préparé et une question me fait réagir, 3 petits points, pas très bien sur le coup, 3 petits points, et en partant, je sais ce qu'il aurait fallu dire. Oui, voilà, exactement. Et il n'y a rien qui me donne plus de rage que ça, dans le fond, parce que je savais, j'étais compétent, j'aurais pu le faire et j'aurais arrangé les choses. Et en fin de compte, je ne me suis pas rendu compte, et c'est ça qu'on voit ce matin, que mon cerveau, pour me protéger, pour ce qu'il pense être mon bien, travaille à calmer le jeu, à chercher à calmer le jeu, à ne pas m'énerver, à ne pas dire n'importe quoi, à ne pas envenimer les choses, alors qu'en réalité,
si j'arrivais à dépasser ce stade où le signal faible dont je parlais tout à l'heure m'a enfermé, eh bien, je retrouverais immédiatement mon intelligence. Vous vous souvenez, moi j'aime bien dire que les choses dont je suis le plus fier ne sont pas celles que j'ai dites sous le coup de la colère. Et donc, évidemment, je me méfie de moi. Je sais que ma colère, elle va peut-être me faire dire des bêtises que je vais regretter. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je ne dis rien. Je fais taire ma colère. Et donc, toute ma concentration va là-dessus. Je fais taire ma colère pour calmer le jeu, ne pas jeter de l'huile sur la braise, parce que je sais que ça va flamber. Et ce qu'on pourrait dire aussi, Jean-Claude, c'est pour déculpabiliser un peu tout le monde, Oui. c'est qu'en fond, notre cerveau nous protège. C'est comme un Oui. sas de protection qui nous dit stop, tu ne sais pas quoi dire. L'information que tu aimerais dire à ce moment-là, et là je fais référence à Sophie, elle ne l'a pas, parce que à ce moment-là, elle n'arrive pas. Et le cerveau fait comme un espèce de blackout et se dit tiens, je ne vais pas dire les choses, comme ça au moins j'éviterai de dire des choses que je pourrais regretter en sortant de mon entretien, par exemple. Oui. Alors, bravo et merci. Et j'espère que ça Avec plaisir. répond à Sophie, parce que voilà, il n'y a pas mieux à dire. Je crois que la chose à faire, c'est de dire qu'on passe de cette espèce d'émotion qui nous bloque, hein, le signal faible dont je parle en ce moment, et puis directement, on switch sur ce serait quoi la meilleure chose à dire dans cette situation. Mais quand on fait ça, on ne se rend pas compte qu'il manque peut-être une petite étape. C'est de faire redescendre la vapeur. Hein, donc je viens d'avoir un signal faible, je sens que ça va m'énerver, je sens que je vais être contrarié, je ne sais pas quoi, enfin je sens qu'il y a une émotion et que en même temps j'aimerais bien que ça se calme, j'ai un peu peur des conséquences si je dis n'importe quoi, enfin tout ça est un peu un gros mélange. Et en fin de compte, chercher à trouver la meilleure réponse à ce moment-là, c'est peut-être pas une bonne idée. La bonne chose à faire, le deuxième repère, on appelle ça suspendre. C'est-à-dire, en réalité, il faut faire un stop. Stop. J'arrête. En fait, quand je ne dis rien, je ne prends pas de risque. Quand je dis rien, je calme le jeu. Peut-être que l'autre aussi en profite un petit peu pour se calmer également. D'accord? Donc, simplement se calmer, respirer. C'est toujours une bonne chose de respirer. Penser à respirer. Ne pas se sentir, essayer de lutter contre ce sentiment d'urgence, à la fois l'urgence de calmer le jeu, l'urgence de sortir de la situation, l'urgence de trouver une chose intelligente à dire. Tout ça, c'est plutôt du stress. Je pense que le mieux à ce moment-là, c'est au contraire de suspendre, de dire stop. Là, je m'arrête, je réfléchis 2 minutes. C'est un moment où on peut même choisir de dire, je te propose qu'on en parle à un autre moment. Là, je ne me sens pas de parler de ça. J'ai besoin de réfléchir avant de te répondre. C'est toujours un bon moment de suspendre, c'est ne pas être victime. Vous savez, c'est comme quand on est dans la mer, là, au bord de la mer, et puis il y a des vagues, et puis à chaque vague, on se préoccupe de la suivante. Mais en réalité, il y aurait peut-être, je ne sais pas, d'autres choses à faire, se dire, elles sont un peu fortes les vagues, je crois que je fais sortir un peu, me remettre au soleil, et je reviendrai quand ça sera calmé. Pour aller dans le sens de ce que tu disais tout à l'heure, Jean-Claude, en termes d'entraînement par rapport au stop, justement, l'idée aussi, c'est de vous entraîner tous et toutes. Dès qu'une situation se présente, c'est vraiment de vous forcer à vous dire stop dans votre mental, évidemment. Vous pouvez le dire oralement aussi si vous le souhaitez, mais de vous dire stop et de s'entraîner. Et à force d'entraînement, on finit à un moment, le cerveau finit par prendre le relais et faire un stop tout seul sans qu'on s'en rende compte. Et je trouve quand même que c'est fantastique en même temps. Parce que là, on a une manière de pouvoir travailler sur ce stop et sur cet arrêt. Il y a Eric dans le chat qui dit, ça rejoint ce que vous disiez là tous les deux, il pose une question, il dit, faut-il alors bloquer le sens de la répartie et être spontané? Et je pense qu'en fait, ça permet surtout de ce petit temps de respiration, moi j'aime bien matérialiser, je suis en train de faire le geste d'ailleurs, mais j'aime bien matérialiser ça comme c'est mettre le pied sur la pédale de frein, juste hop, doser un petit peu et mesurer la vitesse et justement le degré de spontanéité avec lequel je vais répondre. Et en fait, je trouve que ça permet de garder ce recul qui, des fois, on va se sentir suffisamment sécurisé pour être complètement dans la spontanéité et être complètement, des fois, un peu du tac au tac ou quoi. Ça dépend du contexte, de l'interlocuteur, de l'enjeu, etc. Et des fois, ça va nous permettre de mesurer un peu par un temps de respiration, par
juste sous quel contrôle on s'engage là-dedans, en fait. Oui. Et chacun peut trouver son stop en même temps, hein. Toi, tu as donné un bon exemple, hein, c'est très parlant, mais chacun peut trouver sa manière de stopper cet élan. Oui. Le problème aussi, c'est un petit peu un problème d'ego, une fois de plus. Bon, on est comme ça. On se dit, mais si je réponds pas tout de suite, je vais passer pour quelqu'un qui n'a pas de répartie, je ne vais pas pouvoir dire ce que j'ai à dire et peut-être que je ne trouverai pas une autre occasion de le dire. Vous savez, quand on parle sous l'effet d'une émotion, quand on parle avec insistance, quand, tiens, si quelqu'un essaie de vous vendre quelque chose, vous allez résister, d'accord ? Dès l'instant où vous poussez, vous créez une résistance en face. Donc, la bonne solution, c'est peut-être justement de se dire, d'avoir le réflexe de se dire, rien ne m'oblige à en parler maintenant, rien n'oblige à clarifier la situation. Je peux botter en touche. Je peux dire, bon, il y a un tas de choses qui me viennent à l'esprit pour vous répondre maintenant, mais j'ai décidé que je pense que c'est mieux que je fasse le tri dans mes idées et qu'on essaye de sortir raisonnablement de la situation dans laquelle on vient de se mettre. Jean-Claude, il y a Sarah S. qui dit qu'elle a plus de regrets de n'avoir rien dit dans ce genre de situation que l'inverse. Parce qu'elle dit, je sais qu'après, je n'aurai pas forcément l'occasion de réaborder le sujet ou le problème. Alors, l'occasion, on peut la créer. Justement, c'est ce que je voulais dire. Des fois, on a tendance à vouloir régler la situation tout de suite. C'est notre façon d'être. Hein, d'abord, on a essayé peut-être de calmer les choses. Une fois qu'on a vu qu'elles se sont un petit peu, la vapeur est un peu redescendue, alors on se dit, maintenant j'ai des choses à dire, je ne peux pas accepter ce que je viens d'entendre, c'est injuste, ce n'est pas normal, etc., etc. Et la question n'est pas de savoir est-ce qu'on a raison de penser comme ça ou pas, la question est de savoir est-ce qu'on est dans un état qui nous permet de dire la bonne chose. Ouais. Hein, vous savez que la colère, la frustration, toutes ces choses-là, la contrariété, nous amènent à des réactions. Et la réaction n'est jamais aussi bonne que l'action. Quand je suis dans la réaction, je ne suis pas sûr de moi. Parce que ma réaction, elle est dictée par mon émotion. Quand je suis dans l'action, ça veut dire que calmement, j'ai réfléchi à ce que je pourrais faire d'intelligent pour que les choses ressemblent un peu plus à ce que je souhaite. Donc, c'est justement pour ça qu'on voit ces trois repères. Donc, le premier, c'est reconnaître le signal faible, se dire, oula, là, il y a quelqu'un qui vient de me marcher sur le pied, il va falloir que je réagisse. Et au lieu de tout de suite avoir un geste, eh bien, je vais suspendre et essayer de me calmer, et non pas essayer de chercher la bonne réponse, essayer plutôt d'empêcher la réponse automatique. Hein, vous savez, tout à l'heure, je vous parlais de claquer la porte. Claquer la porte, c'est une réponse automatique qui soulage, qui fait du bien. Je ne dis pas le contraire. Hein. Je pense que la colère fait partie de nous et que il ne s'agit pas d'essayer de l'éliminer. Il s'agit simplement de rester soi quand on pense qu'effectivement, quand on est sous le coup de la colère, comme je le disais tout à l'heure, on dit des choses dont on ne sera pas forcément fier un peu plus tard, quand la poussière sera retombée sur les meubles. Donc, c'est ça, en fait, l'idée. Ce n'est pas de vous empêcher d'être qui vous êtes, c'est de vous redonner le contrôle sur ce que vous êtes capable de faire vraiment. Et si vous ne dites pas, là, tout de suite, ce que vous avez à dire, vous savez, parfois, le lendemain, dans une conversation ordinaire, revenir sur le sujet en disant, tu sais, hier, j'ai préféré ne pas m'énerver, en parler, parce que je n'étais pas sûr vraiment de ma position là-dessus, mais si tu veux bien, j'aimerais qu'on en reparle maintenant. Ouais. Voilà. Et croyez-moi, ce qu'on dit dans le calme porte 1000 fois plus que ce qu'on dit sous l'effet d'un énervement, d'une contrariété ou de quelque chose de difficile à vivre. Oui, pardon Damien, je voulais préciser quelque chose parce que je vois beaucoup de messages à ce sujet, le fait de ne pas répondre, de ne pas dire. On est quand même dans une culture où le fait de ne pas répondre, on a l'impression d'être un paillasson. Or, c'est une grosse erreur. Je suis encore là pour vous déculpabiliser. Comme vient de le dire Jean-Claude, le fait de ne pas répondre permet justement d'y réfléchir et de répondre de manière beaucoup plus, je dirais, stratégique à un autre moment. Et on doit s'enlever de la tête vraiment que le fait de ne pas répondre n'est pas bon pour notre image et on n'est pas des paillassons pour autant, bien au contraire. Alors, j'aime beaucoup ce que tu viens de dire, Béatrice, parce que je crois que c'est justement un petit peu la clé, c'est un peu le nœud gordien de toute l'affaire. C'est qu'en fin de compte, au moment où on va s'ajuster, on pense qu'on est
comment dirais-je, on est dans l'état parfait pour le faire parce qu'on a capté le signal faible, parce qu'on a suspendu quelques secondes. Mais en réalité, l'idée, ce n'est pas retarder ma colère. L'idée, c'est attendre qu'elle ait disparu pour parler. Et donc, on peut s'ajuster, et dans les manières de s'ajuster, c'est vraiment faire un petit changement et non pas essayer de changer la situation, mais simplement la ramener dans quelque chose d'un petit peu plus gérable. D'accord ? Reformuler, par exemple. Est-ce que tu es en train de me dire que je suis ceci ou cela et que je ne suis pas capable de faire ce qu'on attend de moi, etc. Poser une question ou reformuler ce qu'a dit l'autre, c'est quelque chose qui achète du temps, le temps pendant lequel l'émotion a le temps de retomber un petit peu. On s'achète du temps aussi pour trouver la bonne chose à dire. Et peut-être une des bonnes choses à dire, c'est de remettre si on sent que la colère est vraiment importante. Parce qu'il y a des fois, on vous a énervé plus que d'autres. Il y a des fois, on vous a énervé moins que d'autres. Si vous sentez que votre colère n'est plus là ou qu'elle a baissé, alors vous pouvez peut-être essayer de vous ajuster avec des mots et de réparer un petit peu la situation. Mais je dirais que une des bonnes solutions, c'est de rester modeste et de ne pas essayer de ramener une situation qui ne fonctionne pas du tout à une situation qui fonctionne merveilleusement bien avec une seule phrase. D'accord ? Rappelez-vous quand même que si vous aimeriez avoir de la répartie, c'est souvent pour pouvoir vous venger tout de suite. Hein, un petit peu comme dans les bons films qui ont été écrits par un bon dialogue, par un bon dialoguiste. Eh bien, on a la bonne réponse, ça casse l'autre. Casser, ça vous rappelle des trucs. Brise de Nice, la casse. Oui. Oui. Je voulais rebondir sur ce que tu dis là et sur ce que Ferdinand qui pose une question et Amélie aussi dans le chat qui pose une question très intéressante. Il y a deux choses dont j'aimerais parler par rapport à ça. C'est déjà garder en tête que à chaud, vous allez être plein, alors soit d'hormones qui vous disent attention, danger, et vous allez vous refermer. C'est pas une question de compétence, c'est pas une question de charisme, c'est pas une question, voilà, on a des mécanismes, tu en parlais au tout début, très primaires dans notre cerveau à ce niveau-là, qui vont faire que vous pouvez vous mettre en mode sécurité. Ou alors, à chaud, l'autre comme vous, ça peut être plein d'hormones qui viennent vous susurrer, t'inquiète, je gère. Où je peux gérer, mais en fait, non, vous ne gérez pas. On n'a jamais dénoué un vrai conflit à chaud. Donc, c'est juste quand on y revient, ça rejoint la question que pose Amélie. Comment faire pour y revenir plus tard ? Il y a une chose à garder en tête quand vous y revenez plus tard, c'est qu'entre le à chaud et le à froid, il doit y avoir un équilibre entre fermeté et tact. On va dire ça comme ça. Ça veut dire que si à chaud, vous vous êtes trop laissé marcher sur les orteils, je reprends ton image de tout à l'heure, quelqu'un qui a marché sur les orteils ou sur les pieds, et qu'à chaud, votre réaction, ça a été plutôt de rien dire, d'attendre, parce que votre personnalité, c'est de dire, à chaud, ça peut envenimer, je ne me positionne pas tant que je n'ai pas repris du recul. Ça, c'est une qualité. Hein. C'est les films à l'américaine avec la répartie qui tue et tout le public qui nous voit et la musique, ça, c'est pas la vraie vie. Donc, c'est une vraie qualité que d'être capable de ne pas réagir à chaud et de prendre une position qui est éclairée. Donc, si à chaud, vous vous êtes laissé piétiner un petit peu trop, il faut qu'à froid, et ça demande ça demande une énergie, parce qu'une fois qu'on est à froid, on se dit, ouais, mais pourquoi y revenir ? C'est passé, c'est bon, je ne vais pas rebrasser ça, c'est pas agréable comme discussion. Et vous allez avoir plein de bonnes raisons. Mais à froid, ça demande de se discipliner un peu sur revenir et dire, écoute, j'aimerais qu'on reparle de ce qui s'est passé hier. Ça, je n'ai pas apprécié. Ou là-dessus, moi, je ne me suis pas senti à l'aise. Et il faut qu'il y ait un peu de fermeté qui vienne compenser ce trop de tact. Et par contre, si à chaud, des fois, vous avez peut-être une personnalité où vous allez réagir, être plein de réactivité et des fois manquer de tact, bien à froid, il faudra venir rééquilibrer ça en disant, bon, hier j'étais stressé ou hier quand il se passait ça, tu as vu, ça m'a fait réagir, mais j'aimerais qu'on en reparle posément parce que c'est quand même un sujet important. Ça demande cette énergie-là. La deuxième chose que je voulais aborder par rapport à ça, c'est le fait qu'il y a un outil qui existe. On n'en parle pas formellement là, mais on pourra faire un article LinkedIn là-dessus. Voilà.
il y a un outil qui existe qui s'appelle les 4 R et qui reprend ça aussi. Qui reprend, j'y pense parce que ça reprend ce qu'a dit aussi Muriel tout à l'heure. Et on retrouve ça. On retrouve le premier R, c'est se retirer de la situation. Le deuxième R, c'est laisser redescendre la tension. Donc, ça rejoint aussi ce que disait Sandra sur comment on fait quand ça monte et qu'on va exploser. Il faut trouver un moyen de faire redescendre cette tension, pas faire cocotte minute. Le troisième R, c'est prendre du recul. Et le quatrième R, c'est revenir dans la situation. Une fois qu'on a pris le recul, ils ne se font pas dans le désordre, quoi. Donc voilà, juste je voulais rebondir en amenant ça. En tout cas, je voulais dire merci beaucoup, Damien, pour ta démonstration. Une pointe d'humour quand même, parce que tu m'as fait penser à quelque chose, tu m'as donné une idée. On pourrait peut-être prendre nos téléphones quand on sent que la tension monte, mettre en fond musical Dark Vador ou Massacre à la tronçonneuse et en avant la musique. Ça pourrait être intéressant aussi, voir ce que ça pourrait donner. C'était juste une pointe d'humour. Hein. Oui. Se soigner le mal par le mal, comme disait ma grand-mère. Oui. Et je me permets juste de dire à Frédéric qui parle d'imprécision, c'était mon cœur d'études et de sujets d'études. Et non, quand je parle d'hormones, c'est vraiment ça. Et elles sont vraiment le déclencheur derrière les émotions. Et la personnalité est en fait un sujet bien plus complexe. Voilà, j'aborde ces sujets-là en connaissance de cause. Merci pour les 4 R en tout cas, qui plaisent beaucoup apparemment. Oui, c'est une excellente méthode. En fait, c'est le résumé de ce qu'il faut faire. C'est une autre façon de dire de ce qu'on dit peut-être ici. Mais c'est vrai que c'est ça. Voilà. Prendre du recul, c'est peut-être une des choses les plus difficiles à faire, mais surtout à chaud. Et tant que vous êtes convaincu que c'est à chaud qu'il faut régler la question, par exemple, il y a une phrase que j'aime beaucoup parce qu'alors, pour semer le désordre, il n'y a pas mieux. C'est « Je ne peux pas te laisser dire ça ». Alors ça, c'est la phrase qui tue parce que de quel droit est-ce que tu donnes le droit à l'autre de dire ce qu'il veut ou pas? C'est compliqué. Et à mon avis, ça ne calme pas le jeu. D'accord? Donc, il faut essayer de ne pas avoir ce genre de réaction. Et chacun a le droit de penser ce qu'il veut à ce sujet, mais peut-être que se dire je préfère botter en touche et ne pas vous répondre maintenant parce que ce que vous me dites m'a vraiment surpris et j'aimerais avoir le temps d'y réfléchir un peu. Je ne crois pas que ça dévalue ni votre image, parce que ça donne l'image de quelqu'un qui a repris le contrôle, ni d'ailleurs la valeur de ce que vous allez dire, même si vous le dites le lendemain ou la semaine d'après. En réalité, si c'est profond, le temps n'est pas un problème, puisque c'est profond, il va falloir le régler. Si c'est superficiel, à quoi bon avoir raison? D'accord? Nous avons tous un rapport différent au besoin d'avoir raison. Certains d'entre nous ont vraiment besoin de ça pour arriver à survivre en termes de « oui, je m'accepte tel que je suis et je suis content de moi ». D'autres trouvent que ça n'est pas très important d'avoir raison. Il y a des moments où, d'ailleurs, on constate que sur le moment, on n'aura pas raison, quoi qu'on dise, parce que l'autre est en position de force, parce qu'on est minoritaire dans notre point de vue. Parfois, dans les réunions, ça arrive. On est le seul ou la seule qui pense comme ça, et du coup, c'est difficile à vendre parce que tout le monde est convaincu de l'inverse. Alors, ça veut dire que peut-être il faut… Béatrice a utilisé tout à l'heure un mot que j'aime beaucoup, et je trouve qu'il est toujours intéressant de le garder quelque part dans un coin de sa tête, c'est le mot stratégie. Est-ce que je préfère régler médiocrement la situation tout de suite, puisque je n'ai pas récupéré 100% de mon cerveau, ou bien est-ce que je préfère botter en touche et me dire que je vais préparer quelque chose qui va vraiment donner de la profondeur à mon propos, qui va me permettre de construire un argumentaire que l'autre finira par accepter parce qu'il ne sera pas, comment dirais-je, en train de pousser ce qui le ferait résister, comme je disais, mais qu'il sera simplement une façon… vous voyez, il y a deux façons de vendre. Vous pouvez essayer de vendre en essayant de convaincre l'autre absolument parce que vous voulez qu'il achète votre idée et vous voulez qu'il tombe d'accord avec vous. Alors, vous allez pousser jusqu'à ce que ça rentre. Ou alors, il y a l'autre façon qui est de dire « Je vous donne les éléments dont vous avez besoin pour décider. Vous prendrez la décision qui vous convient le mieux. » C'est la différence qu'il y a entre convaincre et faire adhérer. Si vous pensez que c'est mieux que l'autre adhère, vous avez raison parce que quand on adhère, on est d'accord profondément en soi. Lorsqu'on a été convaincu, il peut toujours arriver un moment plus tard où on se réveille et on se dit « mais pourquoi je suis d'accord avec lui? Dans le fond, ça ne me convient pas du tout. » D'accord? Donc,
Tout ça, ça se tient ensemble, si vous voulez. Et c'est pourquoi il est important d'essayer de résoudre le problème d'abord avec soi-même. À quel point est-ce que j'ai besoin d'avoir raison? À quel point est-ce que j'ai besoin de laver mon image, de restaurer l'impact que j'ai sur les autres? Si ce n'est pas beaucoup, eh bien, peut-être que j'ai le temps. J'ai le temps de faire valoir mon point, j'ai le temps de convaincre les autres, j'ai le temps de leur donner partiellement raison et de les amener à comprendre que je n'ai pas tout à fait tort non plus, etc. Je ne sais pas comment vous allez faire les choses. Toutes les situations sont uniques, au fond, même si elles se ressemblent. D'accord? Donc, je reviens à l'entraînement, la notion d'entraînement que je vous disais tout à l'heure. C'est ça qu'on vous propose en livre blanc cette fois-ci. C'est vraiment un entraînement sur 7 jours dans lequel vous allez, et éventuellement, si vous voulez mon avis, 7 jours multipliés par 10, parce que peut-être que la première fois, vous n'y arriverez pas tout à fait, la deuxième non plus. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir entrer en vous tranquillement, et vous aurez ce repère, ce document qui vous permettra d'y revenir tout le temps et de vous faire un véritable programme. Un programme qui vous permettra de repérer le signal d'alerte, suspendre la situation, non pas en essayant comment dirais-je, d'être simplement dans le tact dont parlait Damien tout à l'heure, mais d'être aussi dans une sorte de fermeté tranquille qui dit, écoute, je ne suis pas prêt à en parler maintenant, donc je te propose qu'on prenne rendez-vous pour en discuter plus sérieusement. Et aussi la troisième partie qui est d'ajuster, c'est-à-dire d'ajuster et non pas de baisser les bras, non pas de céder, non pas de s'avouer vaincu, mais d'ajuster en disant voilà ce qu'on pourrait faire d'autre, voilà ce qu'on pourrait améliorer. Voilà ce dont on pourrait reparler à un autre moment tranquille si tu le souhaites aussi. Et là, Jean-Claude, tu vois, on parle beaucoup de comment on peut faire post-conflit, je veux dire, dans une situation conflictuelle. Mais moi, en termes de stratégie, puisque tu as repris ce terme, j'en ai une à proposer qui me paraît très intéressante et que moi, que j'utilise la plupart du temps quand je sens que je vais avoir affaire à une personne qui pourrait être, quand je vois dans le chat, ou perverse ou compliquée ou qui est plutôt une personne un petit peu bloquée et fermée. C'est de réfléchir avant de rentrer dans une situation et de se demander et d'avoir pas mal d'hypothèses ou de possibilités de se dire si une situation se présente de telle et telle manière, voilà comment je vais réagir. Je vais anticiper ma réaction pendant la discussion. Ça m'évitera ensuite, pendant, de parfois être bloqué, de ne pas savoir quoi faire, d'être un peu perdu, pour ensuite réagir post-conflit. C'est-à-dire, en d'autres termes, je rentre dans une situation, par exemple dans une réunion, je sais à qui j'ai affaire en termes de profil de comportement, et je me dis, si telle personne réagit comme ça, moi, je me prépare déjà à réagir de telle ou telle manière. Ça me permet aussi de me calmer, de me dire, je pourrais réagir ensuite, post-réunion, mais pendant la réunion, je vais me calmer et je vais vraiment contrôler mon émotionnel. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut préparer. Au même titre que l'on prépare une réunion, on peut préparer ce qu'on appelle communément notre état interne. Absolument. Alors, j'adore ce que tu dis parce qu'en effet, il y a un avantage énorme à faire ça. C'est un dérivatif. C'est-à-dire qu'au lieu d'être à 100% concentré sur ce qu'on va entendre et dire, on a toujours une partie de notre cerveau qui est dans cette stratégie-là qu'on a préparée à l'avance, un état interne qui nous permet de dire, oui, bon, si jamais on va trop loin là-dedans, eh bien, je ne vais pas me laisser emporter par la vague. Est-ce que je résume bien ce que tu viens de dire? Non, c'est ça. C'est-à-dire qu'on s'entraîne avant, on se dit, je sais qu'avec telle et telle personne, j'ai tendance à avoir tel comportement, la moutarde va monter au nez rapidement, je vais être réactif. Ou alors, j'ai lu également dans le chat, évidemment, que le corps va parler. Le corps parle, même si on pense qu'on a l'air calme, on ne l'est pas. C'est les yeux qui vont bouger, on ne peut pas contrôler le mouvement des yeux. Notre corps risque de se fermer tant en termes de bras, de raideur. L'autre va se dire, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne fonctionne pas. Alors qu'y penser avant, déjà, ça nous déstresse parce qu'on se dit que on est déjà prêt. On se prépare à quelque chose qui potentiellement n'arrivera pas. Mais si ça arrive, on a déjà une possibilité de pouvoir s'en sortir. S'il me dit ça, si elle me dit ça, je botte en touche, puisque tu parlais du botter en touche, je botte en touche et je répondrai une autre fois. Oui. En fait, on arrive vraiment à être en maîtrise de son émotionnel et même de ses micro-comportements. Absolument. Alors, rappelons-nous une chose, nous avons des réflexes automatiques, vous l'avez probablement remarqué, on a nos façons personnelles de réagir.
ce sont des réflexes automatiques qui sont liés à notre histoire, à notre tempérament, à notre expérience de vie, etc., etc. Mais dites-vous bien une chose, notre grand ennemi, c'est que le réflexe que nous allons, le truc automatique qui sort, est toujours plus confortable que d'essayer de calmer le jeu en soi et d'avoir un geste conscient, un geste mesuré, un geste planifié. Donc, c'est ça la difficulté. Ce à quoi il faut s'entraîner, c'est contrôler ce réflexe. Et ce réflexe, il se contrôle par une décision, par un état d'esprit. Ce que je trouve très fort dans ce que tu as dit, Béatrice, c'est que si effectivement on se prépare, si on a en tête une stratégie qui nous permet de savoir quelle porte de sortie on se prépare si jamais les choses tournaient de la pire façon qu'on puisse imaginer, etc. D'abord, ça enlève un peu de stress, parce qu'on a l'impression qu'on ne sera pas coincé. Et ensuite, ça permet d'un dérivatif, au lieu d'être concentré à 100% sur ce que nous ressentons lorsqu'on entend certaines choses, sur ce que nous ressentons lorsque, par exemple, dans la réunion, on a l'impression qu'on écoute tout le monde sauf soi, et on se dit, bon sang, je compte pour rien là-dedans, et ça énerve. Tant qu'on a cette capacité à avoir un pourcentage, un certain pourcentage, le plus élevé possible, bien entendu, mais un certain pourcentage qui soit braqué sur autre chose que sur la situation que l'on vit, ça nous permet de calmer le jeu. Donc, c'est toujours une très, très bonne stratégie de se préparer, d'avoir un état interne dans lequel on a un petit peu envisagé les choses qui peuvent arriver. On a un petit peu prévu que tout n'irait pas forcément comme on le pense. Vous savez, des fois, on arrive dans une réunion et on se dit « ce que j'ai à leur dire est totalement irrésistible. C'est la bonne idée, personne ne va pouvoir me dire « non, ce n'est pas la bonne idée, Jean-Claude, c'est vraiment extraordinaire ce que tu viens de dire ». Si vous rentrez dans cet état d'esprit-là, croyez-moi, vous risquez d'être déçu assez vite. Et je pense que c'est bon d'avoir une stratégie à ce niveau et de se dire « si jamais je fais un flop avec mon idée, comment est-ce que je réagis ? Est-ce que je suis prêt à l'accepter ? Est-ce que je peux me mettre dans l'idée que je vais accepter ce qui se passe et puis je vais vivre ce que j'ai à vivre sans m'énerver, sans aggraver la situation. Et pour y arriver de mieux en mieux, je vais prendre cette espèce d'entraînement, ce petit programme de 7 jours, encore une fois que vous pourriez télécharger si ça n'est pas déjà fait, mais qui va vraiment vous aider à mettre votre stratégie personnelle. Ce n'est pas quelque chose qui vous dirige, c'est quelque chose qui vous donne des idées. Vous prendrez celles qui vous conviennent, celles qui vous correspondent aussi, parce qu'encore une fois, on a tous notre tempérament, on n'a pas tous le même degré d'énervement, on n'a pas aussi non plus, surtout, rappelez-vous, le même degré de besoin d'avoir raison. C'est peut-être une chose à raisonner vraiment. À quel point est-ce que j'ai besoin d'avoir raison ? Et j'ajouterais, si ça peut vous aider, pour ceux qui ont vraiment besoin d'avoir raison, et quand je vous dis ça, c'est pas pour vous stigmatiser et vous faire un reproche, on a le droit d'avoir envie d'avoir raison, c'est tout à fait normal, mais ce qu'il faut faire, c'est essayer de le modérer un petit peu en disant, au cas où je n'aurais pas raison aujourd'hui, peut-être que je pourrais revenir sur le sujet et finir par avoir raison. D'accord ? Ça calme, d'accord ? Et ce genre de choses, lorsqu'on se les dit et qu'on les pense, ce sont des outils précieux pour arriver à gérer un petit peu mieux nos émotions et accepter un peu mieux que bien que j'ai compris la situation, bien que j'ai compris tout ce qui se passe, je ne peux pas m'empêcher d'être contrarié, je ne peux pas m'empêcher d'avoir cette réaction émotive, cette réaction presque incontrôlable qui fait que je vais réagir très fort quand j'entends certaines choses ou quand je ne les entends pas, etc. Et je dirais même, Jean-Claude, que toujours pour cette histoire d'avoir raison, quand on a 2 personnes ou plusieurs personnes qui veulent avoir raison, aucune de ces personnes n'écoutera l'autre personne. Ça aussi, il faut le savoir. Oui. Je veux dire, chacun va être bloqué sur sa démonstration. D'ailleurs, l'histoire de couper la parole, quand on coupe la parole souvent, c'est qu'on dit toujours « Ah, mais j'ai peur d'oublier ce que je vais dire ». Mais quand on coupe la parole à quelqu'un, forcément, on ne va plus écouter ce que l'autre va dire. Et à partir de là, on est juste focusé sur sa démonstration. Oui. Je voudrais revenir juste sur une chose pour
forcément, on est des spécialistes de comportement et nous, ce qu'on va profiler la plupart du temps, c'est le comportement des gens. Ça, c'est la base. Ouais. Mais je trouve que ce qui est fondamental dans le profilage, c'est que quand on a réussi à profiler, quand on a la possibilité de savoir à qui on a affaire, c'est à partir de ce moment-là qu'on est très fort. Parce qu'on sait qu'on pourra se taire, on sait qu'on pourra ne pas se taire, qu'on pourra ajuster notre discours et notre attitude. Je trouve que c'est une chance extraordinaire de savoir à qui on a affaire au préalable. Alors, on n'a pas toujours cette possibilité, c'est vrai. Mais il existe quand même souvent des profils de comportement et on retrouve dans notre univers privé comme professionnel toujours un peu les mêmes types de comportements. Et je pense qu'on peut s'entraîner au quotidien, et c'est là où je voulais en venir au niveau de l'entraînement. On peut s'entraîner au quotidien, même si on n'a pas tous les tips pour pouvoir le faire, pour se dire, tiens, j'ai remarqué qu'avec ce type de comportement et de profil, je réagis comme ça et je réagis comme ça avec d'autres profils. C'est prendre conscience, en fait, de qui on a en face de soi. Et ça, c'était pour revenir un peu, je fais une parenthèse par rapport à Sun Tzu, l'art de la guerre, c'est savoir à qui on a affaire. Quand on sait à qui on a affaire, on peut se préparer. Un peu comme dans les campagnes napoléoniennes où ils savaient exactement comment était le terrain. Et je trouve que savoir à qui on a affaire et se préparer, c'est la clé de la relation. Oui. Voilà. Oui, Alors, c'est important de garder, pardon, je reviens sur ce que disait Sylvie aussi là à l'instant, elle mettait dans le chat le fait que on peut anticiper, mais en situation, ça peut toujours être différent. Je pense que c'est vraiment important de trouver ce juste milieu entre taux de préparation et d'anticipation, souvent aussi de ses propres réactions, c'est-à-dire de savoir, attention, face à cet interlocuteur ou dans cette situation, je sais que moi, je peux me retrouver en difficulté. Par contre, ou que ça peut me faire réagir, ou que lui peut me faire sortir de mes gonds, et par contre, trouver ce degré entre préparation et souplesse. Parce qu'effectivement, comme tu disais tout à l'heure, si on s'enferme dans des scénarios, on va être complètement pris de court si jamais la situation nous en fait sortir, en fait. oui. Alors, j'aimerais juste répondre à Ferdinand parce que j'aime beaucoup sa question. Devons-nous tous et toutes être des psychologues au travail en plus de ce qu'il y a à faire? Non, bien sûr que non. Mais on l'est déjà d'une certaine manière sans le savoir en fait. Quand on s'entend, enfin quand on a mis en place des stratégies pour être en phase avec des membres de sa famille, avec ses amis, on adopte déjà des comportements de psychologie. On fait tout ça avec nos enfants, la manière de vouloir les faire manger. On est tous dans l'influence et dans l'observation du comportement des autres. Évidemment, on ne va pas vous demander d'être des psychologues, mais de prendre un certain recul pour pouvoir justement se dire, tiens, cette personne a telle et telle attitude. D'ailleurs, moi-même, quelle est mon attitude dans telle et telle situation? On passe notre temps à s'ajuster ou ne pas s'ajuster dans notre quotidien, si on y réfléchit bien. Même en voiture, à la boulangerie, partout. Tout à fait. Et je voudrais ajouter une chose, c'est que nous sommes tous profileurs, que vous le croyez ou pas, vous êtes des profileurs, simplement vous n'écoutez pas ce que vous observez. Ce que dit Béatrice est important. Quand on observe l'autre, et on sort un petit peu de la pensée que l'on a soi. Hein, par exemple, quand vous voulez convaincre quelqu'un, vous ne pensez plus au quelqu'un en question. Vous ne cherchez plus forcément à savoir qu'est-ce qui va pouvoir le convaincre ou à quoi est-ce qu'il pourrait adhérer. Mais pourtant, vous le faites. Vous le faites, mais peut-être que vous pourriez le faire davantage. Donc, je dirais, psychologie, oui, qui est-ce qui pourrait rejeter la psychologie? Nous sommes des êtres de psychologie, mais plutôt que de penser psychologie, pensez comportement. Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je vois chez l'autre? Qu'est-ce que l'autre est en train de faire? Comment est-ce que je suis en train de réagir par rapport à ce qu'il me dit? On peut faire tout ça sans aucune notion de psychologie. C'est plutôt la notion de j'observe l'autre, je prends l'autre en compte. Il n'est pas sûr qu'il pense comme moi, il n'est pas sûr que je pense comme lui, etc. Donc vraiment, mettez-vous dans un état de recul. Presque on pourrait dire que la deuxième partie, le deuxième repère qu'il faut prendre en compte, c'est vraiment suspendre, faire un pas en arrière par rapport à la situation et se demander quelle serait la meilleure façon de m'ajuster pour que les choses n'empirent pas et pour que je n'emmène pas cette situation ni dans l'abandon, c'est-à-dire j'accepte l'idée que je suis incompétent dans la situation, ce que personne n'a envie de faire, hein, on est bien d'accord là-dessus, et il n'y a aucune raison d'avoir envie de le faire, et il n'y a aucune raison de le faire. Donc vraiment, suspendre ne veut pas dire admettre, accepter, s'avouer vaincu, parce que tout ça, c'est des choses qui sont liées plus à notre ego
qu'à la réalité de la situation. Donc, faites attention à ça, encore une fois, sans parler de psychologie. Donc, Ferdinand, pas de crainte trop à ce sujet-là. On est vraiment dans quelque chose qui est plutôt de l'observation du comportement de soi-même et de l'autre, et aussi de la capacité à prendre un certain recul. Et pour ça, il faut une méthode. Tout à l'heure, on parlait de stratégie. La stratégie, c'est de se dire, eh bien, je vais repérer ce qui m'arrive lorsque j'écoute parler cette personne, ou lorsqu'on me coupe la parole, ou lorsque je me sens pas bien dans une situation. Je repère. Si vraiment, effectivement, je constate que ça ne me convient pas, je suspends. Je me mets un peu en retrait. Croyez-moi, c'est faisable. Alors, évidemment, quand on le dit comme ça, peut-être que vous vous demandez, tiens, mais comment je vais faire ça? Comment est-ce que je suspends? Comment est-ce que je repère? Comment est-ce que j'ajuste ensuite? C'est pour ça qu'on a pensé vous être utile avec une méthode qui vous permet de vous entraîner. Encore une fois, le simple fait de vous y mettre, vous allez voir à quel point ça fait bouger des choses. Ne cherchez pas de résultats immédiats. S'entraîner, si vous n'avez jamais joué au tennis et que je vous donne une balle et une raquette en vous disant frappe la balle et mets-la de l'autre côté du filet, peut-être que ça vous prendra 10 minutes pour y arriver, à force de frapper des balles. Peut-être que ça vous prendra 3 jours, mais si vous avez décidé d'y arriver, vous y arriverez. Il suffit de s'entraîner. J'aimerais juste rajouter quelque chose, pardon Jean-Claude, par rapport à Ferdinand, parce que ça m'est venu. Pour la plupart des gens, je ne sais pas si Ferdinand a des enfants, mais pour la plupart des personnes qui ont des enfants, ils ne sont pas tous psychologues. Moi, j'ai plein d'amis autour de moi qui n'ont pas fait d'études à ce sujet pour pouvoir s'occuper des enfants, avoir des comportements, comprendre quand l'enfant a une crise. Au supermarché, prenons l'exemple classique, on arrive à trouver des trésors à l'intérieur de nous pour pouvoir justement abonder et calmer une situation. Donc, si on peut le faire avec des enfants, je dirais qu'on est capable de le faire avec des adultes, puisque finalement, l'enfant n'est qu'un adulte qui a grandi avec un peu plus de caprice, on pourrait dire ça. Et je rebondis sur effectivement Frédéric qui dit que c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, effectivement, et sur Eric qui parle de métacommunication. La métacommunication, ce serait vraiment intéressant qu'on fasse un petit article sur LinkedIn là-dessus. Pour l'idée. Et il y a deux choses qu'il faut garder en tête, qui sont je trouve des bons guides dans ces situations-là. C'est dans un premier temps, il peut y avoir une règle d'or aussi, c'est que tant que vous en êtes capable, la métacommunication, donc juste pour le faire très rapide, métacommunication, c'est communiquer sur comment je vais communiquer, sur communiquer sur ce que je ressens et qui fait que je vais communiquer comme ça. Donc, c'est dire, par exemple, je vous pose la question parce que je me demande si, en vous écoutant, c'est par exemple dire, bon, je vous pose la question, mais sentez-vous libre d'y répondre. Ou vous dire, alors là, je vous avoue que je vais essayer de formuler correctement, mais je suis un peu pris de court. C'est, en fait, poser la chose pour à la fois permettre à l'autre de ne pas rentrer dans trop de suppositions par rapport à notre non-verbal et à ce que l'on peut envoyer comme signe faible, et à la fois soit reprendre une distance par rapport à ce vécu. Et la deuxième chose, c'est pour garder un aspect positif et optimiste par rapport à ça, gardez en tête que c'est souvent quand vous refaites le match à froid que vous introduisez des biais et que refaire le match à froid, c'est très facile de se dire j'aurais dû, j'aurais pas dû, il fallait simplement que, pourquoi j'ai pas pensé à dire ça, il y avait qu'à. En fait, il y a beaucoup d'études, notamment une qui a été faite sur des pompiers, chirurgiens, militaires, etc., qui gèrent des situations d'urgence, qui montrent que notre cerveau a chaud, y compris quand il se tait, y compris quand on se dit après coup, mais j'ai manqué de répartie, j'ai pas osé. En fait, il analyse. En fait, il travaille pas moins bien, il travaille différemment, il travaille plus rapidement et souvent mieux. Et en fait, il prend en compte un nombre de paramètres très importants qui font que souvent s'abstenir, c'est une vraie bonne stratégie et c'est après qu'on vient nous juger ça négativement par nos codes sociaux, par le jugement de valeur que je vais porter là-dessus, la représentation que j'en ai, etc. Et en fait, ils ont montré aussi que c'est souvent quand on réagit en créant des dégâts avec des notions de fierté qui peuvent entrer en jeu, de comportement défensif, etc., que là, on va souvent,
squeezer cette partie-là du travail du cerveau, reprendre la main inopportunément et finalement créer plus de dégâts. Donc, gardez en tête que, en fait, très souvent, à chaud, notre cerveau, il connaît le chemin, même si on n'en a pas forcément conscience. Voilà. Et souvent, on se juge de façon délétère à froid. Et c'est ce jugement-là qui est souvent plus une erreur que des fois le fait de s'être abstenu ou d'avoir fait preuve de nuance à chaud. Très juste, Damien, très juste. Et puis, pour répondre à Joël, oui, parfois, selon l'expression consacrée, il est important de fuir. Courage, fuyons. Oui, parfois, fuir est nécessaire sans suspendre en cas de danger réel. Je suis d'accord avec vous. Alors, pour tous ceux parmi vous qui trouvent que c'est extrêmement important de progresser dans ces moments-là, de ne plus vivre ce genre de choses, d'abord parce qu'elles sont frustrantes, parce qu'aussi, quelque part, c'est votre place dans l'équipe, votre place dans l'organisation qui est en jeu. Si vous avez le sentiment qu'on ne tient pas compte de ce que vous dites ou pas suffisamment, etc., moi, je vous propose de vraiment mettre cet entraînement en place. Si ça ne marche pas pour vous, si vous n'y arrivez pas, si vous n'arrivez pas à vous en souvenir, sachez que nous avons mis aussi en place, parce que c'est pour nous quelque chose d'extrêmement important, d'aider tout le monde à ce niveau-là, d'améliorer la qualité des relations en entreprise, parce que vous serez peut-être d'accord pour admettre l'idée que, au fond, il y a très souvent des dommages sur la relation, parce qu'à force de se sentir frustré avec des personnes, on finit par un petit peu stigmatiser soit leur image, soit la nôtre. Et pour éviter ces dommages-là, et si c'est important pour vous, sachez qu'on a mis en place un système qui permet d'avoir l'appui nécessaire dans le moment où ça se produit, justement pour vous entraîner à préparer les choses, à mieux réagir. Et nous avons un webinaire sur ce sujet et sur la présentation de cet outil le 6 mars prochain, où on vous expliquera absolument tout. Sachez que ça commence à entrer de plus en plus dans les entreprises. C'est pas forcément quelque chose que vous avez à souscrire vous-même. Ça peut être fait au niveau d'une entreprise. Souvent, quand toute l'équipe progresse, eh bien, tout le monde commence un petit peu à mieux gérer ce genre de situation. On nous dit souvent que quand on sort d'une formation, on est au top, mais là, on retourne dans le milieu où nous étions avant et les autres ne semblent pas être réceptifs aux nouvelles choses que l'on fait dans nos comportements. Donc, tout ça, on en parlera abondamment le 6 mars à la même heure, c'est-à-dire 11h à midi, si je ne me trompe pas, Damien. Exactement, c'est un webinaire hors série que nous avons vendredi prochain sur cet outil-là. Ouais. Je vous ai remis aussi dans le chat, j'y pense là, mais on en parlait là, de l'outil dont tu parlais, qui permet d'être accompagné, etc., dont on parlera vendredi prochain. Je vous ai mis le lien dans le chat aussi. C'est ce que j'ai nommé accès Quamo, parce que je me rends compte qu'on ne vous a pas mis de lien pour ça. Je vous ai mis aussi l'accès LinkedIn parce que voilà, on en a parlé beaucoup. Vous l'avez, alors ce document-là qu'on vous a présenté, vous allez le recevoir automatiquement après le webinaire. Y compris pour ceux qui le regarderaient en replay. Il y en a beaucoup qui ne sont pas là en live, mais qui le regarderont plus tard. Vous l'aurez automatiquement après le visionnage et tous les boutons là et logos que vous voyez sont cliquables. Donc, vous pouvez aller sur LinkedIn, mais je vous l'ai remis dans le chat. Et pour celles et ceux, je vois Marie qui pose la question, Joël aussi qui demande ça. Sous le live là, vous avez un bouton télécharger le livre blanc. J'ai vérifié avant le live, il y était. Donc j'espère qu'il y est pour tout le monde. Si vous ne l'avez pas, je vous donne le lien. Mais normalement, il y était. Pour que vous puissiez, vous allez cliquer dessus et vous devez mettre votre mail, etc. Et puis vous allez recevoir le livre blanc dans lequel il y a cet entraînement dont parlait Jean-Claude tout à l'heure. Parfait. Merci beaucoup Damien pour toutes ces précisions. Rendez-vous dans 8 jours finalement, puisque mine de rien, le 6 mars, c'est la semaine prochaine déjà. Oui, rendez-vous dans 8 jours. En attendant, vous pouvez aller donc sur tout ça. Si jamais vous avez d'autres questions ou besoins, n'hésitez pas à... Merci pour Dominique, qui dit que le bouton livre blanc fonctionne bien. N'hésitez pas à nous écrire. Vous pouvez nous écrire, je le mets aussi, mais... Vous les avez, ces liens-là, de toute façon, mais je vous le remets là pour que ce soit plus simple. Vous pouvez nous écrire directement si vous avez besoin de réponses plus précises ou autres. Si jamais, normalement, on n'oublie rien, mais si jamais une de vos questions
ne trouvaient pas réponse sur LinkedIn. Ça peut être un oubli, c'est très rare, mais ça nous est pas arrivé même pour l'instant, mais ça peut arriver. Écrivez-nous. Et en attendant, nous vous souhaitons à toutes et tous une très bonne fin de semaine. Et en tous les cas, merci beaucoup pour tous ces messages, parce que voilà, ces messages ont bien nourri notre webinaire et vous permettent également de progresser dans votre quotidien. Merci à tous pour votre participation et à bientôt. J'espère la semaine prochaine pour, encore une fois, ceux et celles d'entre vous qui jugent important de progresser dans cet aspect de la vie. Vous avez apprécié ce podcast ? Abonnez-vous, likez et partagez-le. Retrouvez-nous sur YouTube, LinkedIn et sur robocoachpro.com. À bientôt pour un nouveau podcast ou en formation.